Bonsoir à tous, bienvenue pour cette petite rencontre qui va en quelque sorte remplacer une table ronde qui devait se dérouler cette année à Quai du Polar et qui était consacrée au Bitcoin, au dark web, à l'intelligence artificielle, tout ça un matinée de sauce polar. Donc je devais en fait discuter de ce sujet avec Franck Tilliez, Dominique Sylvain et quelques autres. Et bien donc je vous propose ma modeste intervention sur ce sujet pour essayer d'échanger avec vous à distance et virtuellement sur ce thème. Alors, la vraie question, c'est en quoi la révolution du numérique, l'intelligence artificielle, pour nous les auteurs de Polar, représente une opportunité de création, l'opportunité de faire des histoires très surprenantes. Je vais essayer d'aborder deux sujets ce soir, brièvement. Le premier sujet, c'est la question de l'intelligence artificielle avec les craintes qu'elle soulève. Concrètement, est-ce qu'un jour les robots pourront nous remplacer ou nous supprimer? Est-ce qu'il y aura un jour une intelligence artificielle forte qui serait supérieure à l'esprit humain et qui pourrait décider de nous faire disparaître de la surface du monde? Et le deuxième sujet, c'est en quoi les découvertes récentes du numérique peuvent renforcer le caractère captivant des polars en créant des situations tout à fait inhabituelles. Alors, le premier sujet, l'intelligence artificielle. Bon, c'est un grand sujet, on ne compte plus le nombre d'articles dans les revues spécialisées ou grand public qui y sont consacrés. Et la grande interrogation de la science-fiction jusqu'à maintenant, c'était est-ce qu'un jour les robots seront dotés d'une forme de conscience qui leur permettra de nous surpasser dans tous les domaines? C'était pendant très longtemps un sujet de pure science-fiction, et il faut bien avouer qu'avec les découvertes récentes, avec les progrès des technologies, c'est un sujet qui devient de plus en plus d'actualité. Alors, est-ce que ce sujet, d'abord, est crédible? Est-ce que c'est crédible de dire que l'intelligence artificielle pourrait nous supplanter à terme, définitivement, sur la surface de la Terre? Avant de vous donner mon avis sur la question, je vais d'abord essayer de jauger de la pertinence de la question, justement. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui des gens, des scientifiques, des savants sont inquiets des progrès de l'intelligence artificielle et en quoi ces progrès peuvent représenter une menace pour nous? Eh bien d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les progrès scientifiques en l'espace de quelques années sont absolument stupéfiants. Le smartphone a été inventé il y a à peu près 11 ans, et vous devez bien admettre qu'en 11 ans, énormément de choses ont changé. Aujourd'hui, nous avons des super ordinateurs, des super calculateurs, nous avons des capacités de mémoire machine qui grandissent de façon exponentielle, nous avons des capacités de stockage de données qui sont phénoménales, et donc nous avons des ordinateurs de plus en plus puissants. Et la capacité des super ordinateurs, des super calculateurs, fait qu'on peut presque, d'une certaine façon, imaginer des programmes dans quelques années qui auront autant de connexions qu'il y a de connexions entre les neurones du cerveau humain. Donc on pourrait, de façon artificielle, créer une puissance de calcul qui serait équivalente à la capacité de raisonnement, enfin, en quelque sorte, de réflexion, si je puis dire, du cerveau humain. Donc techniquement, il y a des choses qui nous laissent penser qu'on pourrait de plus en plus se rapprocher de ça. Ensuite, vous avez des grands experts qui sont véritablement inquiets des progrès de l'intelligence artificielle. On constate que l'intelligence artificielle est capable de battre l'homme dans de plus en plus de domaines. D'abord dans des jeux de société comme le jeu de Go, les échecs, mais aussi dans des programmes de simulation de combat aérien par exemple, ou dans des jeux vidéo. Et là, l'intelligence artificielle nous bat, mais vraiment à plat de couture. Il n'y a pas photo. L'intelligence artificielle est capable de nous remplacer dans de plus en plus de métiers. Par exemple, elle est capable de lire une radio et de détecter des malformations sur la radio avec les prémices d'un cancer, par exemple, de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus sûre que le regard d'un cancérologue. Donc ça, c'est des choses qui sont objectives. Par ailleurs, aujourd'hui, on constate l'apparition d'armes qui sont capables de repérer toutes seules des cibles et qui pourraient techniquement engager le feu. C'est ce qu'on appelle les armes létales autonomes, les ALA. Donc elles inquiètent beaucoup de monde, notamment les Nations Unies, et il existe très peu d'endroits dans le monde où on utilise ce type d'armes. On en utilise notamment sur la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais même si pour l'instant ces armes ne sont pas pleinement opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent techniquement engager le tir et se faire la guerre toutes seules,
comme des drones par exemple, comme les drones Predator de l'armée américaine, il y a toujours un moment pour l'instant où c'est l'homme qui décide avec son joystick de faire feu. Le programme, l'intelligence artificielle repère la cible et lui propose un tir et c'est l'homme qui décide. Mais on pourrait tout à fait imaginer à terme que cette machine prenne une décision toute seule. Donc ça, ce sont des arguments qui plaident pour le fait qu'effectivement, l'intelligence artificielle pourrait peut-être un jour, si on continue de progresser ainsi dans les technologies, euh, nous dominer dans tous les domaines. Et bien entendu, lorsqu'une créature devient plus intelligente que son concepteur, elle a tendance à vouloir le supprimer. Enfin, du moins, c'est tout comme ça que nous, on a toujours fonctionné. Et c'est vrai que c'est comme ça que la littérature a toujours conçu les choses. Frankenstein, le golem, dans tous ces récits, les créatures ont tenté d'éliminer leur créateur. En ce qui me concerne, je pense néanmoins qu'il est très peu probable qu'un jour une intelligence artificielle se débarrasse de l'être humain. Parce qu'une intelligence artificielle, aussi brillante soit-elle, demeure une sorte d'outil qui procède par imitation. Elle n'a pas la pensée globale, elle ne ressent aucune émotion, et donc évidemment, même si elle est capable de nous battre au jeu de Go, lorsque nous nous sommes battus, nous rentrons chez nous le soir, nous nous faisons un sandwich, nous regardons une série, éventuellement nous faisons un câlin avec notre épouse, et nous faisons toutes sortes de choses que la machine est incapable de faire. Donc oui, la machine peut nous battre dans de plus en plus de domaines, mais elle est incapable de faire autant de choses que nous dans des domaines aussi variés. C'est ce qui entraîne certains spécialistes à dire que, d'une certaine façon, l'intelligence artificielle est moins polycompétente qu'un chat, par exemple. Et un simple enfant de 3 ans a beaucoup plus de compétences qu'une intelligence artificielle. Et a priori, il y a peu de chances que les choses évoluent. Je ne vois pas comment une machine pourrait ressentir des émotions. Elle ne pourra être que capable de faire toujours plus de calculs, et c'est une sorte de super outil. Ça peut être un super couteau suisse, une intelligence artificielle, mais personne ne croit vraiment, parmi les scientifiques que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon travail en cybersécurité, eh bien, la plupart des scientifiques que j'ai rencontrés ne pensent pas que l'intelligence artificielle pourra faire autre chose que imiter l'être humain. Évidemment, faire des choses qui n'est bien meilleures que lui dans bien des domaines, mais en tout cas jamais le supplanter complètement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque majeur avec l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas forcément le risque qu'on croit. Le principal risque qui existe, c'est les algorithmes, et notamment ce qu'on appelle l'empreinte algorithmique décisionnelle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que un algorithme, c'est donc une succession de calculs qui visent à répondre à un problème, pour résoudre une action. Les algorithmes, évidemment, font de plus en plus partie de notre vie. On les trouve absolument partout, dans les moteurs de recherche sur Internet, dans les applications de nos smartphones. Elles peuvent aussi décider du restaurant dans lequel on va aller dîner. On les trouve aussi dans les sites de rencontres. Et on trouve aussi des algorithmes, par exemple, dans le programme Parcoursup, qui décide un peu à la place de nos enfants dans quel établissement dans quel établissement ils vont faire leurs études plus tard. Ce qui est quand même déjà un énorme pouvoir qu'on donne aux machines. Donc ces algorithmes sont absolument partout, on va les découvrir aussi dans les véhicules autonomes. Et le problème, c'est que nous allons vivre bientôt dans une espèce de soupe numérique entièrement remplie d'algorithmes qui vont en fait petit à petit, dans bien des domaines, orienter notre décision. Et le grand danger, c'est qu'en fait notre liberté demeure illusoire et qu'en fait la plupart de nos choix soient toujours, eh bien, en fait, en quelque sorte, dirigés par des algorithmes. C'est un peu comme sur Amazon. Quand vous achetez des polars sur Amazon, au bout d'un moment, Amazon vous propose des romans qui sont dans la droite ligne de ceux que vous avez déjà parcourus ou achetés, et vous êtes comme ça enfermé dans une sorte de bulle où vous êtes toujours dans le plaisir de découvrir des romans qui vous plaisent, mais en fait, c'est une machine qui décide pour vous le prochain roman que vous allez lire. Voilà. Il y a une perte de liberté et de spontanéité. Et le problème des algorithmes, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien comment ils fonctionnent. On sait comment on les a conçus, on sait quels résultats ils obtiennent, mais entre le calcul et le résultat, il y a ce qu'on appelle une boîte noire, et en fait, on ne sait pas vraiment comment ils arrivent à ce résultat-là. Et ça, c'est un vrai problème qu'on trouve dans les intelligences artificielles, c'est le problème de la boîte noire. Et ça, c'est un problème qui est très aigu, par exemple, avec les voitures autonomes. Parce que quand vous montez dans une voiture autonome, vous lui confiez votre vie,
Et si vous ne savez pas exactement comment elle prend ses décisions, comment elle réagit par rapport à des obstacles, eh bien, il y a vraiment un danger quand même que enfin, c'est assez inquiétant. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas résolu le problème de la boîte noire, eh bien, on ne va pas pouvoir créer en série des voitures autonomes parce qu'il faut absolument rendre transparent le fonctionnement de ces algorithmes. Et puis les algorithmes posent d'autres problèmes, ce sont souvent des calculs qui reproduisent des biais, c'est-à-dire qu'ils reproduisent un peu les travers de leurs concepteurs. Donc si vous avez des algorithmes qui sont conçus principalement par des hétérosexuels euh, euh, blancs, occidentaux et masculins, eh bien, le problème, c'est que vous allez avoir des calculs, vous allez avoir tout un monde de calculs et de décisions qui vont orienter ce postulat-là. C'est la raison pour laquelle il est très important que les femmes, par exemple, se mettent à coder pour qu'on se retrouve dans un univers dirigé par des machines qui seront un petit peu misogynes, en quelque sorte, qui vont reproduire un peu les travers des hommes à l'encontre des femmes. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet. Et puis un dernier peut-être, un petit dernier problème, c'est, je dirais, après avoir parlé de la boîte noire, des biais, etc., c'est le sujet que les intelligences artificielles peuvent être utilisées avec beaucoup d'efficacité pour faire beaucoup de dégâts, notamment dans ce qu'on appelle les cyberattaques. Alors une cyberattaque, c'est un pirate qui va s'attaquer à un système automatisé de données pour dérober de l'information, pour bloquer ce système automatisé de données ou pour, par exemple, l'espionner. Voilà. Trois grandes techniques utilisées par les hackers. Et évidemment, on utilise des antivirus, par exemple, ou des pare-feux pour bloquer ces cyberattaques. Mais maintenant, arrive devant nous une période où vont apparaître des intelligences artificielles qui ont été entraînées pour lancer des cyberattaques. Donc ce sont concrètement des IA qu'on va entraîner en leur faisant analyser des centaines, des milliers de réseaux informatiques pour voir absolument comment ils fonctionnent et pour les entraîner à détecter des failles à travers lesquelles elles pourraient lancer leurs attaques. Et bien sûr, l'intelligence artificielle est capable de lancer des attaques à la vitesse de l'éclair sur un très grand nombre de machines, ce qui dépasse complètement l'esprit humain. Donc on essaie en contrario aussi d'entraîner des intelligences artificielles pour détecter des intrusions ou des systèmes très complexes. Et donc on peut dire que la cyberguerre de demain, ce sera des IA qui vont affronter d'autres IA, celles qui tentent de pirater des systèmes automatisés de données et celles qui tentent de les défendre. Et évidemment, le grand enjeu de sécurité aujourd'hui, qui est un de mes champs professionnels d'activité, c'est de protéger des systèmes vitaux, hein, donc des systèmes qui produisent de l'eau potable, des centrales nucléaires, de les protéger de ce type de cyberattaque, en créant des machines capables de résister à des super pirates, c'est-à-dire à des cerveaux de silicium qui vont mener ce genre d'opérations particulièrement dangereuses. Voilà. Voilà, j'étais peut-être un peu long, mais c'était le premier sujet que je voulais développer, c'était la question de l'intelligence artificielle. Je vous ai donné ma réponse, elles sont aujourd'hui source de progrès, mais les algorithmes doivent être contrôlés, sinon nous risquons d'être dominés par ces modes de calcul, et je dirais que, personnellement, je ne pense pas qu'un jour une intelligence artificielle pourra remplacer le cerveau humain, parce que copier le cerveau humain, c'est très différent que raisonner. Voilà. C'est ce que disait Alan Turing, il ne faut pas confondre copier et raisonner. Et donc, on est encore très loin, rassurez-vous, d'une intelligence artificielle qui va raisonner comme un cerveau humain. Et je ne vois pas d'ailleurs comment elle pourrait le faire, puisqu'elle lui manque tous les capteurs que nous avons, tout le ressenti que nous avons, les émotions que nous partageons avec cette espèce de présence que nous avons au monde et qu'une machine ne peut pas avoir. Et pour conclure cette petite vidéo, une deuxième partie donc, que je vous avais proposée, c'était de voir comment la révolution du numérique peut créer des histoires intéressantes en matière de polar. Alors le premier sujet aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec la révolution des objets connectés, ces derniers sont en train de transformer la scène de crime. Lorsque des policiers arrivent sur une scène de crime, évidemment, on va toujours chercher des empreintes digitales, des traces ADN, mais le premier réflexe, c'est de chercher des supports numériques. Donc le smartphone, parce que le smartphone, c'est toute la vie d'une personne. Si vous pouvez rentrer dans un smartphone, vous pouvez accéder à sa messagerie, vous pouvez accéder à ses photos, des photos intimes, vous pouvez accéder à ses numéros téléphoniques, à son répertoire téléphonique, vous pouvez accéder à son compte bancaire,
etc., etc. Donc c'est vraiment la clé du royaume et c'est très important pour un enquêteur. Donc c'est le premier réflexe. Si vous avez un protagoniste qui mène une enquête sur une scène de crime, faites-lui chercher le smartphone, faites-lui chercher le disque dur, faites-lui chercher des clés USB, faites-lui chercher des objets connectés qui peuvent parler. Bien sûr, s'il y a une enceinte type Alexa, vous pourrez envoyer une réquisition au propriétaire de l'enceinte pour essayer d'obtenir tous les enregistrements audio qui ont eu lieu quelque temps avant le décès de la personne. Et peut-être que vous allez entendre la voix du tueur, si celui qui a interagi avec l'enceinte a par exemple commandé une pizza, peut-être que dans son dos, au moment où il commande la pizza, vous allez entendre la voix du tueur. Donc ça c'est la première chose, c'est toutes les micro-indices que laissent les objets connectés et qui sont très importants pour un enquêteur de police et toujours très amusants à mettre dans un roman policier. Et puis l'autre sujet aussi, c'est à la fois des technologies comme la reconnaissance faciale, la géolocalisation qui se répandent de plus en plus. Et donc évidemment, lorsqu'une personne disparaît dans une forêt, le premier réflexe, c'est de faire une triangulation pour essayer de faire parler son téléphone pour la retrouver. C'est essayer de savoir si cette personne possédait une montre connectée. Et bien entendu, la montre connectée, elle peut aussi beaucoup parler, elle peut avoir pris des enregistrements, et elle peut révéler toutes sortes d'indices. Et puis vous savez aussi que dès qu'on va sur Internet, on laisse des traces. Le moteur Google, par exemple, va garder pendant 5 ans tous les mots-clés que vous allez utiliser pour chercher des choses. Et donc là encore, c'est des indices qui peuvent être intéressants pour un enquêteur. Voilà. Donc, plein de sujets qu'on peut aborder avec la question du numérique. C'est un thème qui me passionne depuis des années. J'avais imaginé dans Tension Extrême que vous voyez derrière moi, effectivement, un hôtel de police qui est cyberattaqué pour montrer que les policiers aujourd'hui, même s'ils disposent de toutes sortes de ressources et de fichiers, se retrouvent souvent très démunis lors d'une cyberattaque et qu'il y a beaucoup de vulnérabilités autour de nous. Dans le roman qui a suivi, qui s'appelle Parasite, je m'autorise un peu d'autopromo. Dans Parasite, j'imagine une intelligence artificielle qui est utilisée par les policiers pour résoudre des affaires particulièrement complexes. Donc un programme informatique qui s'appelle Valmont et qui va permettre aux policiers de scanner des milliers et des milliers de procès-verbaux pour essayer de trouver des indices qui auraient été oubliés par des enquêteurs. Et dans un prochain roman, je parlerai d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est très, très fascinant, c'est la question de la survie du numérique, de la survie après la mort grâce au numérique. Que deviennent les pages Facebook après qu'on disparaisse? Qu'est-ce qui peut se passer avec toutes les traces qu'on a laissées derrière nous alors qu'on a disparu? Est-ce que cet avatar numérique de nous-mêmes peut avoir une existence propre? Et quelles conséquences ça peut avoir sur les vivants, sur le deuil par exemple? Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Désolé de n'avoir pas pu vous rencontrer à Quai du Polar, mais je suis certain que c'est partie remise. Et en tout cas, je vous souhaite un bon confinement et bien entendu de très bonnes lectures avec des polars. Merci à tous. Au revoir.